Pourquoi avoir arrêté mon activité? Pourquoi vous pourriez être amené à arrêter votre activité? C'est la question que m'a posée Olivier dans un message où j'invitais les gens à me poser des questions. Olivier que je remercie au passage. Et donc, quelles sont les raisons, quelles sont les 10 raisons que j'ai listées qui m'ont amené à arrêter mon activité, en l'occurrence d'entrepreneur et de chasseur immobilier. C'est dans cette vidéo que je vais vous les détailler. Avant d'expliquer pourquoi j'ai arrêté, je pense que c'est bien de vous expliquer comment j'ai commencé cette activité. Alors j'ai décroché tout d'abord un bac plus 5 en commerce international, donc pour ensuite arriver à agent immobilier, à chasseur immobilier plus exactement dans la ville de Lyon. Donc pas grand rapport a priori, mais ce qui m'a amené à faire cela, eh bien, c'est à la fois le fait que j'étais entouré d'entrepreneurs, mes grands-parents étaient entrepreneurs, mon père a repris l'activité également, dans un tout autre domaine que l'immobilier, en l'occurrence dans l'entretien des véhicules. Et moi-même, j'ai souhaité également, en quelque sorte, être à la hauteur et aussi développer ma propre activité. Et c'est l'immobilier qui m'a parlé. Pour quelle raison? C'est que moi, j'ai commencé en tant qu'investisseur, donc j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de moyens pour commencer à investir à l'âge de 30 ans dans l'immobilier sans rien y connaître, avec tous les aléas, toutes les incertitudes, tout le stress que ça comportait. Et puis ça s'est bien passé, par chance, j'allais dire principalement, et puis parce que la démarche était plutôt un petit peu réfléchi tout de même, puisqu'on est en recherche de sécurité quand on va dans l'immobilier. Et puis au fil du temps, j'ai pu faire d'autres opérations. J'ai également aidé ensuite mon père à investir à Lyon, mon père qui n'avait jamais investi lui-même dans l'immobilier. Puis des amis proches également que j'aidais, qui avaient tous envie de se lancer, et par mon biais, ils ont réussi. Et puis c'est comme ça que de fil en aiguille, à côté de mon activité d'ingénieur commercial en tant que salarié en entreprise, eh bien, je me suis dit, allez, à l'âge de 40 ans, j'ai fait ma crise et je me suis lancé dans la création de mon activité de chasseur immobilier à Lyon, cette fois-ci pour accompagner des prospects, des clients, des investisseurs, en me spécialisant dans les investisseurs. Donc déjà, c'est important de comprendre que c'est un métier de passion, en fait. J'étais pris par le virus de l'immobilier et c'est cela qui m'a amené à créer mon activité à l'âge de 40 ans. Maintenant qu'on a compris cela, pour quelles raisons j'ai donc arrêté? Puisque bien voilà, on crée son activité, on devient indépendant, on est seul maître à bord. En l'occurrence, j'étais seul dans mon activité. Et donc, est-ce que ça peut être vécu comme un échec? Qu'est-ce que je retire de cette expérience et quelles sont les 10 raisons qui m'ont amené à arrêter mon activité? La toute première raison, c'est le décalage que j'ai pu observer entre, d'un côté, les attentes, les aspirations des investisseurs qui me sollicitaient, et par ailleurs, la dure réalité du marché lyonnais en l'occurrence, mais c'est vrai dans les autres grandes villes, qui est un marché, dans les grandes villes qui sont des marchés hyper tendus, où l'offre est extrêmement rare, la demande est écrasante, et donc il y a des prix en conséquent, c'est la loi de l'offre et de la demande qui sont élevés. Par conséquent, quand il y a des attentes d'investisseurs avec des rentabilités à deux chiffres, en voulant la sécurité d'une grande ville comme celle que j'ai citée, ou parfois avec également des critères personnels comme voilà, un parquet bois, une cheminée et un étage élevé, etc., ça ne peut pas coller, en l'occurrence. Donc il y a un véritable décalage que j'ai observé et que je remontais d'ailleurs aux investisseurs, à 9 investisseurs sur 10 qui me sollicitaient. C'est d'un côté les attentes d'investissement et de rentabilité qui étaient attendues, et de l'autre côté la réalité du marché qui est telle qu'elle est, avec des prix qui sont élevés, avec des honoraires de chasseurs immobiliers qui viennent se cumuler à l'appartement, les honoraires de l'agent vendeur qui se cumulaient aussi puisque je n'avais affaire dans mon activité qu'à d'autres professionnels, c'est un point que je vais aborder également, et donc tout cela cumulé, plus les frais de notaire qu'il y a par ailleurs, ou les frais de mutation, plus les travaux, puisqu'on était dans l'ancien, plus l'ameublement, etc., tout ça, ça fait des enveloppes assez conséquentes et qui empêchaient la rentabilité escomptée. Donc c'est une des raisons que j'ai eu beau expliquer, notamment dans les vidéos, qui ont fait que ça engendrait un certain découragement au final. Et j'aurais dû en fait davantage, et ma part également, encore plus expliquer et plus, j'allais dire, sélectionner les investisseurs. Et c'est ce que j'ai fait, mais pas dans une pas dans une proportion assez grande. Donc, mais ça, c'est une véritable raison, et c'est la raison première, c'est le décalage entre les aspirations d'un côté et la réalité du marché. Et ça peut peut-être vous aider si vous êtes côté investisseur. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, c'est peut-être que ça n'existe pas, tout simplement. La deuxième raison, c'est le changement d'avis des investisseurs.
certains qui étaient même parfois aguerris, qui s'engageaient oralement après une visite d'appartement, donc ils connaissaient les paramètres, et puis qui, après calcul un peu plus affiné dans les tableaux Excel, finalement jetaient l'éponge, changeaient d'avis, et donc se désengageaient. Hein, parce que ce n'est encore une fois pas assez rentable, c'est très lié au premier critère, sauf qu'il y avait déjà un premier pas de fait, c'était un engagement. Et donc en tant que chasseur immobilier, eh bien, je perdais tout le temps le bien qu'on avait déjà pré-réservé sur lequel on s'était engagé, et je perds au passage la confiance de l'agent immobilier en face, à qui je dis voilà, l'engagement est ferme, la personne est sérieuse, elle a l'argent, le projet va aller au bout. Donc le changement d'avis, et c'est là quand on a affaire à des particuliers, hein, quand on est indépendant chef d'entreprise, soit vous êtes en B2B, vous avez affaire à des entreprises, quand il y a un engagement, là il est ferme, c'est rare que ça revienne en arrière, la plupart du temps c'est contractualisé, c'est signé, alors que vous êtes dans le B2C, business to consumer, vous avez affaire à des particuliers, dont les avis peuvent changer, dont l'humeur peut changer. Si c'est un couple, on investit à deux, donc l'un peut dire oui et l'autre peut freiner des quatre fers, donc finalement ça ne se fait pas. Donc ça c'est une vraie difficulté également, le changement d'avis, en plus du critère premier que j'ai énoncé, les attentes décorrélées. Le troisième critère, c'est tout simplement les refus de prêts que peuvent essuyer les investisseurs. Et ça, au moment où je fais cette vidéo, les offres de prêt sont difficiles à obtenir, ce qui fait que vous avez des taux d'intérêt qui remontent. Ça prive énormément de personnes, soit des primo-accédantes d'acheter leur résidence principale, soit des personnes qui veulent changer d'habitation parce que la famille s'agrandit par exemple, soit parce qu'ils veulent déménager. Et ça prive également beaucoup d'investisseurs, puisque leur enveloppe se trouve réduite. Et puis, comme je l'expliquais, quand c'est sur un marché qui est tendu avec des prix élevés, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pouvaient arriver déjà avec un accord de principe signé qu'ils me montraient de leur banque et qui, après la signature du compromis, se voyaient refuser le prêt sur lequel ils avaient un accord de principe avec parfois des enveloppes même supérieures à la réalité du marché. Et donc, ça, patatras également, on a débauché beaucoup de travail, on a apporté son expertise, on a fait des démarches auprès du notaire, on a validé beaucoup de points, et puis la signature de la réitération de l'acte authentique ne se fait pas puisque la banque refuse de prêter l'argent nécessaire. Donc ça aussi, c'est un paramètre non négligeable, et quand ça arrive une fois de manière occasionnelle, ça peut arriver, et dans la vie des agents immobiliers qui se reconnaîtront, ça a pu arriver. On a beau vouloir sécuriser au maximum, parfois même demander un accord écrit de principe, et parfois on peut l'obtenir, et malgré cela, parfois on peut s'exposer à des refus de prêt. Donc ça, c'est un autre critère qui ne sont pas dans nos mains et qui arrivent et qui font que il y a aussi, voilà, c'est un coup d'épée dans l'eau, et là encore, on perd le bien, et le chasseur immobilier perd la confiance de l'agent immobilier qu'il a en face de lui, puisque l'opération ne se fait pas. Un autre point important, c'est la quatrième raison, c'est pas une grande surprise, mais c'est la paperasse, l'administratif qui est lié à la création d'entreprise, à la gestion d'une entreprise, et vous rajoutez à cela la carte professionnelle, la carte T pour faire les transactions quand vous êtes agent immobilier, carte T dont j'étais titulaire, où il y a des formations pour se mettre à jour régulièrement, où il y a toujours tout un tas de papiers à envoyer aux différents organismes. Moi, quand j'ai créé mon entreprise, c'était une SASU, SASU, Société Anonyme Simplifiée Unipersonnelle. Auparavant, en parallèle, j'avais créé une SCI pour investir, une SCI soumise à l'IS. Avant cela, j'avais tenté l'expérience d'une SARL avec deux amis dans une toute autre activité informatique. Et là, vous avez le RSI qui arrive. Donc, quelle que soit la formule, vous aurez de toute façon des papiers à faire. Donc, sachez-le si vous souhaitez vous lancer. Et quand on n'est pas versé en administratif, quand ce n'est pas sa tasse de thé, on a beau être entouré d'un comptable, mais ce comptable, il faut lui communiquer toutes les pièces. Les transactions immobilières, il y a beaucoup de papiers avec les notaires, un compromis, si vous avez déjà approché un compromis, voilà, ça peut faire plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. Vous avez tout un tas de documents, les diagnostics, les règlements de copropriété, les PV d'assemblée générale. Donc vous avez tout l'administratif lié à la création d'entreprise en tant que telle, auquel tous les indépendants seront confrontés. Et puis vous avez en plus de ça l'immobilier qui est particulièrement généreux en administratif et en papier. Et ça n'aide pas et ça prend beaucoup de temps. Et quand vous êtes seul en entreprise, eh bien c'est aussi une raison qui peut contribuer à faire en sorte que ça va vous ralentir. Et parfois, voilà, ça peut aussi, ça ne vous aide pas. Le cinquième point, il est
il était que j'offrais une prestation clé en main en tant que chasseur immobilier dédiée aux investisseurs. C'est-à-dire que la principale difficulté, vous l'avez compris, c'est de trouver un bien qui soit suffisamment intéressant au niveau rentabilité notamment et en placement, et de se positionner sur le bien dans un délai de temps très rapide, parfois en off-market, c'est-à-dire que je m'appuyais sur les agents immobiliers qui me faisaient part en scoop des biens immobiliers avant de les diffuser sur Internet. On a une petite fenêtre de tir de 24 à 48 heures, et parfois on arrive à s'engouffrer. Et donc déjà ça demande beaucoup de réactivité, d'expertise, d'analyse pour faire en sorte de trier le grain de livret dans toute la masse de biens à vendre et de repérer un bien. Donc ça déjà en soi c'est déjà quelque chose en tant que tel qui demande beaucoup d'expertise. Et suite à cela, et là c'est de mon fait également, j'offrais une prestation clé en main, c'est-à-dire une fois que la transaction a été commencée et qu'elle allait jusqu'au bout pour le coup, eh bien commençait toute une série de missions, c'est-à-dire le suivi des travaux. Donc là, il fallait aussi s'entourer d'un partenaire et de réaliser les travaux de rénovation, puisque j'étais dans l'immobilier ancien exclusivement à rénover pour un avantage fiscal notamment, une rentabilité supérieure bien souvent par rapport au neuf, et puis la fiscalité qui en régime réel fait une charge non financière, c'est-à-dire les travaux, bref, qui améliore la rentabilité nette, on va dire, après fiscalité d'une opération. Donc il y a le suivi des travaux. Il y avait également la décoration. Il y avait une décoratrice professionnelle la plupart du temps qui intervenait pour rendre les lieux, pour faire en sorte que le bien soit démarqué par rapport au reste du marché. L'ameublement, là encore pour bénéficier d'un régime fiscal qui était plus intéressant que la location non meublée. Sachez-le, si vous êtes investisseur, vous avez une vraie différence entre les deux. Et puis vous avez encore la mise en place des premiers locataires. Et ça, ce qui demande aussi une compétence, puisque souvent dans une agence immobilière, vous avez le service transaction qui gère les ventes et les achats, et par ailleurs, vous avez un autre département qui gère la gestion, avec la carte G, cette fois-ci, G comme gestion. Et donc tout ça, ça demande deux compétences qui sont, voilà, qui sont parfois décorrélées, quand bien même c'est lié à l'immobilier. Et bien moi, j'assurais également la première mise en location avec des locataires qu'il fallait sélectionner, qu'il fallait faire visiter, auprès de qui il fallait faire signer tous les documents, à nouveau les documents, voilà les baux de location, les inventaires, les états des lieux, tous les documents de la CAF pour les allocataires quand on est étudiant, etc. Tout un tas de papiers à nouveau. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'expertise. Et ça demande une charge de travail aussi qui est conséquente, un peu d'expertise également, beaucoup d'expertise. Et ça, voilà, c'est une masse de travail que, à mon avis, je n'ai pas également fait rémunérer à sa juste valeur. C'est-à-dire, en plus, quand on cherche à préserver la rentabilité d'un bien immobilier, eh bien, on est dans un rôle un peu schizophrène où on cherche à contenir le prix global d'un bien, une enveloppe, pour préserver une rentabilité pour le client final, l'investisseur final. Et donc, les frais que l'intermédiaire prend, en l'occurrence le chasseur immobilier, on essaie de les contenir aussi, sauf que par rapport au temps passé, ce n'est parfois pas suffisant. Donc là encore, mais ça c'est de mon fait, il y a toute cette masse de missions, de travaux que j'ai souhaité assurer, que j'ai décidé d'assurer, mais qui n'étaient à mon avis pas rémunérés à sa juste valeur par rapport au temps. Et là c'est ma part, donc c'est une autre raison. Septième raison, c'est le fait que, statistiquement parlant, au moment où je fais cette vidéo, mais ça n'a pas dû bouger beaucoup depuis, voire empirer, c'est que statistiquement, 67% des Français ont une mauvaise image de l'agent immobilier. C'est voilà, incompétence, les agents qui ne rappellent pas quand la personne laisse un message, information erronée, voilà, des choses un peu imprécises, donc statistiquement, c'est ce qui revient. Alors, ça peut être lié au fait que pour devenir agent immobilier, il y a des conditions qui peuvent faire en sorte que même si vous qui m'écoutez, vous n'avez jamais fait d'immobilier, vous pouvez devenir agent immobilier pour une enseigne, avec une délégation de carte T. Et par conséquent, vous pouvez ne pas être compétent. Vous avez beau être formé, vous pouvez avoir des questions auxquelles vous ne savez pas répondre, surtout quand c'est pointu, que ça concerne la fiscalité ou la gestion immobilière. Donc, du coup, celui qui a affaire à vous, le particulier, peut avoir une mauvaise image de votre prestation et par conséquent des agents immobiliers en général, dans leur majorité. Et ça n'aide pas. Et pourquoi c'est un critère impactant, notamment pour les chasseurs immobiliers, dont je fais partie? Déjà, c'est parce qu'administrativement, je suis un agent immobilier en tant que chasseur immobilier, enfin je l'étais. C'est exactement la même chose au niveau administratif. Un chasseur immobilier, il est agent immobilier. Un agent classique, dans les agents, j'allais dire, il recherche des biens à vendre et il va signer un mandat de vente. Il va accompagner un vendeur pour vendre son bien au juste prix et dans les meilleures conditions. Un chasseur immobilier
qui représente une toute petite partie des agents immobiliers, lui, il va signer un mandat de recherche avec un investisseur qui va le solliciter. Donc, donc voilà la différence fondamentale entre un chasseur immobilier qui doit représenter moins de 5% des agents immobiliers, encore peut-être une plus petite proportion, et les agents immobiliers classiques, j'allais dire, qui représentent la grande majorité, 95%, mais tout cela cumulé, nous sommes des agents immobiliers. Et donc, pourquoi je vous précise cette raison, c'est qu'un particulier qui va vendre un bien sur le bon coin, qui pourrait, moi, m'intéresser, j'ai beau le solliciter en lui disant je suis chasseur immobilier, les honoraires que je vais facturer ne vous impactent en rien, c'est l'acquéreur, l'investisseur qui va les prendre à sa charge, ce qui est une vérité. Je n'avais pas l'écoute du vendeur qui, pour lui, met dans le même sac les agents immobiliers, les chasseurs immobiliers. Il ne cherche même pas à comprendre la différence. Il n'écoute même pas les arguments que je peux avancer sur le fait que sur le prix qu'il vend, il aura à l'euro près cette somme encaissée. Il refuse l'intervention des intermédiaires des agents immobiliers. Et en fait, dans les grandes villes où l'offre était très déséquilibrée, comme je le citais auparavant, comme je le mentionnais, un particulier qui veut vendre un bien, il n'a aucun besoin d'agent immobilier pour vendre, sauf éventuellement pour estimer à son juste prix un bien immobilier. Il peut le faire soit seul, soit il va solliciter un agent pour avoir l'estimation offerte et ne pas finalement passer par les prestations qui suivent. Donc, quand vous avez un agent immobilier, quand vous avez un particulier qui vend un bien sur le bon coin et qui dans le titre met agence s'abstenir en majuscule avec 3 points d'exclamation, moi chasseur immobilier, j'ai beau expliquer tout ce que je voulais, ça ne fonctionnait pas. Je n'avais pas accès à ce bien et ce qui est une proportion non négligeable des bonnes affaires. Et donc là aussi, ça n'aide pas à faire en sorte qu'un chasseur immobilier puisse continuer. C'est une des raisons également qui ont fait que je n'ai pas persévéré dans cette aventure. Autre particularité, elle est non négligeable, c'est une spécificité du métier d'agent immobilier, et si vous l'êtes, vous allez vous reconnaître, c'est que quand vous démarrez votre travail, vous êtes agent immobilier, donc vous cherchez un bien à vendre, ou vous cherchez un bien à acheter en l'occurrence, vous allez dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, une bonne dose d'expertise, beaucoup de travail, de déplacement, donc sans être rémunéré. Et la rémunération n'interviendra si tout se passe bien, donc ce n'est pas 100% des cas, si tout se passe bien, au bout de 4 mois, 4 à 5 mois après avoir déclenché vos premiers efforts. Vous voyez, donc ça c'est la loi française qui interdit aux agents immobiliers de facturer le moindre euro quand bien même il se déplace, il engage des frais, encore une fois il mobilise son énergie, son temps, il va faire des visites, etc. Toutes ces missions ne garantissent pas que ça va aller au bout. Et donc l'agent immobilier en France va faire ce travail et peut ne rien toucher du tout si pour une raison ou une autre les choses ne se passent pas comme on veut. Typiquement un bien qui est à vendre dans 2 agences immobilières, et bien les 2 agents vont travailler de la même façon, enfin en tout cas dépenser la même dose d'énergie, mais il y en a un qui ne va pas aboutir. Et puis s'il y a entre-temps un changement d'avis, un refus de prêt, un autre aléa, que sais-je encore, et bien ça peut ne pas aller au bout. Et quand ça va au bout, effectivement, c'est au bout de 3 mois, c'est vraiment le minimum, 3, 4, 5 mois, où l'agent immobilier va pouvoir encaisser ses honoraires qui sont versés par le notaire à l'acte authentique. Et donc, ce décalage, vous comprenez qu'au niveau de la trésorerie, quand vous êtes indépendant, ça ne vous aide pas non plus. Hein. Vous avez dépensé, vous avez avancé des frais, de l'énergie, etc. Et vous n'encaissez que X mois plus tard. Donc ça, c'est une spécificité. Et c'est encore une fois, c'est une protection pour les particuliers qui ne sont pas des professionnels et donc pour qu'ils ne se fassent pas avoir. Il y a sans doute eu des abus dans les années qui ont précédé, et en tout cas c'est tout à fait louable, hein, mais c'est un paramètre qui n'aide pas l'entrepreneur dans l'immobilier, le chasseur immobilier. 8e raison, c'est que quand vous devenez indépendant, et là, quelle que soit votre activité, alors moi je parle de mon domaine dans l'immobilier, si vous souhaitez monter votre activité, lancer votre propre business, c'est que vous souhaitez plus d'indépendance, c'est être maître de votre destin, finalement, créateur de votre vie, et donc vous souhaitez quitter le salariat typiquement, et puis mener votre propre barque, d'accord? Or, en tout cas dans l'immobilier, il y a beaucoup de paramètres qui interviennent, qui viennent parasiter votre activité et qui sont totalement en dehors de votre cercle d'influence. Exemple très concret, l'État va changer les lois qui vont impacter fortement votre activité. Il y a quelques années de cela,
un bien immobilier que vous aviez, dont vous étiez propriétaire, si vous le revendiez, au bout de 15 années de propriété, vous étiez exonéré totalement d'impôt sur la plus-value. 15 années. Il y a quelques années de cela, l'État a décidé que c'était trop avantageux, donc ils ont doublé la durée. On est passé de 15 ans à 30 ans pour pouvoir être exonéré totalement d'impôt sur la plus-value quand un particulier vendait un bien. Donc ça, vous comprenez déjà que passer du simple au double, j'allais dire sans sommation, bah, ça change totalement votre stratégie, vos plans. Hein. Quand vous investissez dans un bien immobilier en tant que particulier, il doit y avoir au bas mot une centaine de paramètres auxquels il faut prêter attention. Quand je dis une centaine, je n'exagère pas, il faudrait que je vous les liste, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, mais voilà, l'environnement, la structure, la copropriété quand c'est le cas, la structure du bien immobilier en elle-même, le quartier, les diagnostics, que sais-je encore, les transports, les prestations, les petits commerces alentours, comment se porte la ville, est-ce que la population monte, descend, quels sont les centres d'intérêt, quels sont les sièges sociaux qui vont vous apporter des locataires. Il doit y avoir une centaine de paramètres auxquels vous devez faire attention en tant qu'investisseur ou en tant qu'acquéreur si vous achetez votre maison. Et donc, donc, vous prenez votre décision à la lumière de cette réflexion sur cette centaine de paramètres. Mais si vous avez un paramètre qui bouge d'un coup, où vous aviez fortement pondéré votre attention et qui tout d'un coup, au gré d'un changement de loi, devient complètement, bouleverse la donne et devient complètement prioritaire, comme ce que je viens d'énoncer, ça chamboule tout. Donc ça parasite votre activité. Quand vous êtes créateur d'entreprise, là encore, vous mesurez les risques et vous avez une loi qui peut venir complètement changer la donne. Un exemple plus récent, c'est un changement de loi qui concerne les diagnostics de performance énergétique. La raison est tout à fait louable, c'est le fait de lutter contre les passoires énergétiques, de faire en sorte que les biens soient mieux isolés, qu'ils consomment moins d'énergie, soient moins énergivores. Et donc c'est tout à fait louable et j'applaudis des deux mains, moi le premier, quand on est propriétaire d'un bien ou qu'on veut investir. Sauf que quand cette loi arrive comme ça très rapidement et qu'elle vous empêche, vous propriétaire, soit de louer tout simplement, elle vous interdit de louer si votre note au DPE n'est pas assez bonne, soit même de revendre, il faut faire des travaux de rénovation avant, et que vous n'aviez pas du tout prévu dans vos plans de telles dépenses, parce que souvent, se mettre en conformité engendre des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros de rénovation pour pouvoir isoler par l'extérieur, par l'intérieur, etc. Vous comprenez que ça change complètement le marché immobilier, et ça, c'est un paramètre, effectivement, qui est complètement imparable pour vous. Il y a un autre paramètre qui va changer, qui n'est pas dans les mains de l'agent immobilier, ça va être la fiscalité. La fiscalité, alors il se trouve que l'État en France a besoin d'argent, donc on cherche à rogner à chaque fois. Je pense que la France est déjà championne du monde, mais voilà, il y a de l'optimisation à chaque fois, donc on va rogner la niche de la location avec le statut LMNP, qui était plus avantageuse que les autres. Donc ça change aussi les paramètres. Donc le fait d'investir dans un bien immobilier en France devient moins intéressant qu'avant par rapport aux autres supports, bourse ou autres. Et du coup, ça impacte également directement le métier de chasseur immobilier, surtout quand vous vous adressez aux investisseurs. Et quand bien même, si vous êtes agent immobilier tout court et que vous souhaitez aider les gens à vendre, si les gens ne peuvent plus vendre parce que c'est interdit ou parce que les taux remontent, là aussi, les taux, c'est complètement en dehors de votre sphère d'influence. Si les taux remontent fortement, ça prive instantanément et mécaniquement énormément de foyers pour pouvoir acheter un bien immobilier, que ce soit pour se loger ou pour investir. Et là encore, vous, agent immobilier, vous vous retrouvez avec un effet ciseau, c'est-à-dire vous n'avez plus, vous pouvez continuer à faire autant de travail que vous voulez de manière la plus correcte possible. Si les gens n'ont plus les moyens financiers d'acheter, puisque les taux sont relevés et les enveloppes d'endettement diminuent, eh bien ça va impacter fortement la vie d'un agent immobilier, d'un entrepreneur en l'occurrence. Et ça, c'est un autre paramètre qui est doublement contrariant. Déjà, ça prive mécaniquement l'activité, puis en plus, vous n'avez pas la main sur ces paramètres, aucunement la main, quand bien vous avez beau faire tout ce que vous voulez, eh bien ça ne fonctionne pas. Neuvième raison pour laquelle j'ai souhaité arrêter mon activité, c'est que j'ai manqué de stratégie, d'où mon lapsus, c'est que, voilà, j'ai mentionné un point, déjà, je pense que je n'ai pas facturé assez cher mes services, je pense que je n'ai pas assez sélectionner, on va dire, les investisseurs qui me sollicitaient. J'aurais dû davantage sécuriser les affaires pour ne pas obtenir de refus de prêt. J'aurais dû davantage faire s'engager les gens. Mais donc là, c'est de mon fait. Et puis, encore une fois, quand on démarre une activité, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez tout à faire. Alors, il y a des choses que j'ai réussi. Par exemple, je suis fier d'avoir pu lancer mon activité de chasseur immobilier sans avoir de bureau
physique d'agence ni d'enseigne, parce que ma vitrine était uniquement sur Internet, notamment sur YouTube ou en vidéo et sur un blog, etc., sur les réseaux sociaux. Bref, 100% de mes clients investisseurs, je les ai touchés par Internet. Et ça, c'est un succès pour le coup. Et vous qui m'écoutez, je vous encourage vivement, si vous êtes indépendant, investisseur ou même avec un projet, à lancer tout ce que vous voulez comme réseau, que ce soit vidéo, écrit, tout ce que vous voulez, tout ce avec quoi vous êtes à l'aise, ou à prendre un prestataire. Mais ça, c'est un succès. En revanche, je n'ai pas assez stratège ou stratégique sur la longévité, sur les années, c'est les 5 à 10 ans, pour anticiper les éventuels événements que je vous ai mentionnés, ou même si c'est imparable, je n'ai pas évoqué un virus qui va toucher la Terre entière. Bon, ça, c'est un paramètre qui a impacté toutes les activités. Mais en tout cas, je pense que j'aurais pu être plus stratégique. Je suis plus doué personnellement pour être dans l'action, pour montrer des biens immobiliers, faire des visites en vidéo, communiquer. Je pense que ça, j'ai plutôt réussi. En revanche, côté stratégique d'une entreprise, et c'est une difficulté que d'être seul dans l'entreprise. Est-ce que c'est mieux d'être à 2 ou à 3 pour pouvoir avoir un cerveau collectif et réfléchir aux choses à faire, aux orientations à prendre? Je pense que ça, c'est de mon fait. C'est le fait d'avoir manqué de stratégie. Et là, c'est ma part également. Je ne mets pas tout sur le dos de l'État français. Dixième et dernier paramètre qui a fait que j'ai changé d'avis, en tout cas, ce n'est pas une raison, mais en tout cas, c'est très lié, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a une interview de David Laroche qui montre cela très bien, qui est avec Olivier Sibony. Si vous interrogez des personnes qui ont joué à la roulette russe, donc avec un pistolet, si vous les interrogez, vous leur demandez est-ce que c'est un jeu à faire, eh bien, ils vont vous répondre oui, évidemment, sauf que vous ne pouvez pas interroger ceux qui ont échoué. Dans le même registre, de manière plus pragmatique, qui se rapproche plus de notre sujet, si vous interrogez ceux qui ont eu du succès, dans les entrepreneurs, dans ceux qui ont persévéré, qui ont maintenu leur succès au long des années, au long de plusieurs années, ils vont quasiment tous ces entrepreneurs vont vous dire la raison première de l'échec, c'est l'abandon. En réalité, il faut persévérer. Sauf que tous ceux qui ont lancé leur activité, qui ont duré X années, parfois avec du succès, mais qui finissent par, alors, abandonner, ce n'est pas forcément un échec, ou en tout cas changer, tout cela, ils ont persévéré jusqu'au stade où ils ont abandonné. Ça a été mon cas, typiquement. Moi, quand j'ai vu que le marché lyonnais était quand même difficile, je me suis étendu aux villes limitrophes, qui sont également tout à fait porteuses, où il y a des transports et c'est tout à fait pertinent pour investir. Puis, quand les difficultés ont touché également ces villes limitrophes, il y a aussi le plafonnement des loyers que je n'ai pas évoqué. Eh bien, je suis sorti de la ville, de la métropole et des villes limitrophes pour aller plus dans le département entier. Et là, aller chercher dans les petites villes, petits villages alentours, notamment où il y a des immeubles de rapport, donc ce qui demande une autre compétence, une autre expertise pour pouvoir justement satisfaire les besoins des investisseurs. Donc vous voyez, on trouve des solutions, on donne le meilleur de soi-même, on persévère, jusqu'à un moment où il est préférable de ne plus persévérer pour changer. Car sachez-le, il y a une vie après l'entrepreneuriat, il y a une vie après une activité d'indépendant. Si vous qui m'écoutez, vous avez des difficultés dans votre vie d'indépendant et que vous vous épuisez, que vous vous tuez à la tâche et que vous ne voyez pas l'issue et que vous êtes rebuté à l'idée de revenir dans le salariat ou de changer d'activité ou de changer tout d'ailleurs, ou de reprendre une activité d'indépendant, mais dans un tout autre domaine, sachez qu'il est préférable, voire salvateur, de prendre cette décision difficile. Je ne dis pas que c'est facile, mais il est souvent plus difficile de persévérer. Donc le conseil n'est pas correct, le conseil est inexact, il est erroné. Si on vous dit qu'il faut persévérer jusqu'au succès, et tous ceux qui abandonnent, en l'occurrence, voilà, c'est Monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux. Tous ceux qui n'ont pas persévéré ont abandonné, sauf que ça peut être plus pertinent. Ça peut être lié au contexte, ça peut être le fait que vous êtes arrivé au bout d'un cycle, tout simplement, au bout de X années, c'est tout à fait sain de changer. Mais donc, sachez-le. Et là, ce qui peut être salvateur, donc pourquoi j'ai arrêté, c'est parce que j'ai jusqu'à un certain stade persévéré, mais ce n'était pas pertinent. Et comment je m'en suis rendu compte? Parce que c'est difficile quand on est, encore une fois, seul à bord, quand bien même vous avez des amis, des coachs ou quelqu'un qui est proche de vous qui va vous conseiller. Et souvent, les gens, ils voient vos talents et de manière tout à fait bienveillante, ils vont vous dire, essaye plutôt ci,
continue cette chose-là, tu es doué dans tel domaine, donc ce serait dommage d'arrêter, tu as mis tout un tas d'actifs en place, regarde, tu sais faire telle chose, tu as une expertise qui est vraiment très bonne, donc de bonne, encore une fois, de manière bienveillante, votre entourage peut continuer à vous inciter à performer, à persévérer. Sauf que vous, si dans votre fort intérieur, ça dit non, bah ça vient encore une fois, ça ne vous aide pas. Et là, ce qui va vous permettre de réaliser cette chose-là, de conscientiser, c'est par exemple le fait d'écrire. Hein, si vous écrivez ce que vous faites, ce qui vous arrive, les événements, bah souvent quand vous les relisez un mois plus tard ou quand vous faites votre bilan annuel, si vous en faites un, j'aborderai dans une prochaine vidéo l'écriture, pas pour écrire un roman ou un recueil de poèmes, mais l'écriture de ce que vous faites, de votre activité, ce que chacun devrait faire, quelle que soit sa situation, qui vous dit, ah mince, ah oui, il m'est arrivé telle chose, j'ai eu tel autre échec, et puis là, il s'est passé telle mésaventure, et puis là, vous vous rendez compte que bah, rien ne fonctionne, quand bien même vous avez dépensé une énergie considérable. Donc l'écriture peut vous sauver. Le fait de faire des masterminds ou des co-développements très structurés avec des avis de professionnels ou d'indépendants ou de personnes qui n'ont rien à voir et qui ne connaissent pas votre activité, ils peuvent vous dire des vérités qui sont évidentes, mais que vous n'aviez pas vues, hein, puisque vous savez, on est toujours beaucoup plus doué pour voir ce qui ne va pas chez l'autre que dans son propre comportement. Donc bah, vous avez heureusement des outils, mais le biais du survivant également, alors c'est pas une raison qui a fait que j'ai arrêté, mais vous comprenez l'idée, c'est que j'ai persévéré peut-être trop loin, et j'aurais peut-être dû changer, shifter, pivoter avant ou faire d'autres choses, en tout cas voire arrêter. Mais en tout cas, c'est un point que je voulais mentionner. Voilà, je pense que je n'ai rien arrêté dans les 10 raisons qui ont fait que j'ai arrêté mon activité de chasseur immobilier. Alors, est-ce que la vie continue? Oui. Est-ce que la Terre va continuer de tourner? Oui. Est-ce qu'il y a une vie après l'entrepreneuriat? Oui. Donc, ce sont les bonnes nouvelles. Et donc, dans les prochaines vidéos, bah, j'espère déjà que celle-ci va vous aider. Si vous êtes concerné, si vous êtes dans une situation un peu périlleuse, bah, j'espère que ça va vous aider. Si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation de réflexion ou de difficulté, bah, je vous invite à partager. Je vous invite à aimer cette vidéo si c'est le cas. C'est bon pour les algorithmes, mais ça peut faire remonter la vidéo pour des personnes qui sont en question. Et puis bah, dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai bah, voilà, ce que j'aurais dû faire différemment, ce que je retire de cette expérience absolument formidable, hein, que je ne regrette pas du tout, d'entrepreneur, de créateur d'entreprise. Quelle est ma nouvelle vie? Qu'est-ce que je fais désormais? Et puis bah, je vais continuer, parce que j'ai des bons restes, à prodiguer des conseils sur l'immobilier, sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat au sens large dans les prochaines vidéos. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et dans le lien, dans la description de cette vidéo, je mettrai un lien cliquable également où vous pouvez renseigner votre mail pour recevoir, mais cette fois-ci des conseils plus privés ou personnalisés pour pouvoir éventuellement communiquer si vous le souhaitez directement avec moi. Et je vous invite à commenter sous cette vidéo, enfin, si vous êtes reconnu, ou votre avis, ou si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, ou si vous avez une 11e raison qui devrait faire qu'on pourrait arrêter une activité. Bref, tous vos commentaires et vos questions sont les bienvenus dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans les prochaines. Au revoir.